Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Si vous aimez la Bretagne, vous connaissez peut-être déjà Port d'Attache, le média digital qui donne une autre idée de notre belle région. En 2015, Simon lance avec son frère et un ami le blog Port d'Attache par simple passion et envie de partager leurs aventures. Aujourd'hui, le média a bien grandi puisqu'il réunit une communauté de plus de 90 000 personnes passionnées par la Bretagne. Une énorme réussite. Si vous avez envie de découvrir les coulisses de ce magazine digital porté par la passion, la façon dont on crée une communauté et comment communiquer pour faire grandir un projet, alors nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Simon, merci de nous recevoir dans les locaux du collectif stratégique Tactique à Rennes pour parler de Port d'Attache. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter Port d'Attache ? Oui, alors déjà, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Simon Lagadec, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Quimper, plus précisément, j'ai grandi juste à côté dans une ville qui s'appelle Ergué-Gabéric. Je suis entrepreneur, je suis passionné par le digital. Je suis le cofondateur du média Port d'Attache, on va en parler, et également le cofondateur de Make the Grade, qui est une agence de marketing digital. Alors tu le disais, tu as fondé Port d'Attache avec ton frère, donc c'est un média qui promeut la Bretagne de manière un petit peu différente. Pour voir si tu es un vrai breton, on avait quelques petites questions en rafale qu'on voulait te poser. La première, crêpes ou galettes ? Alors pour moi, c'est crêpes sans hésiter. Je suis finistérien d'origine. Actuellement, je suis basé à Rennes, donc je me fais taper sur les doigts dès que j'utilise le mot crêpe pour parler de blé noir. Mais pour moi, non, c'est vraiment crêpes plus que galettes. Terre ou mer ? Eh ben, j'ai eu souvent l'habitude de dire quand j'étais plus adolescent mer, mais je pense que maintenant c'est plus terre. Finalement, j'aime bien les deux, mais je trouve qu'on a un patrimoine en centre-Bretagne qui est incroyable, qui est peu connu. Et c'est peut-être ce côté un petit peu frondeur qui m'intéresse là-dedans, donc je vais dire terre. Attention à ta réponse pour la prochaine question, ça peut te porter préjudice. Stade Brestois ou Stade Rennais ? Alors là, Stade Rennais. Je suis désolé pour les Brestois. Là, pour le coup, je défends la patrie qui est la mienne actuellement et je suis à fond derrière le Stade Rennais, les Rouges et Noirs. Fest-Noz ou Fest-Days ? Fest-Noz parce que j'adore vraiment ce côté un petit peu qui nous manque finalement avec la situation sanitaire que l'on connaît. Je trouve ça vraiment convivial, on fait toujours de bonnes rencontres. Et puis ouais, le monde de la nuit me manque, donc je vais dire Fest-Noz. Bretagne Nord ou Bretagne Sud ? Bretagne Sud, là aussi, je suis originaire de Quimper, donc j'ai grandi là-bas avec des affinités particulières du côté de Concarneau, du pays Bigoudin, etc. Encore une fois, j'adore la Bretagne Nord aussi, c'est un très beau pays, mais la Bretagne Sud, pour moi, c'est vraiment mon port d'attache et mon port de cœur. Trianne ou Nolwenn-le-Roi ? Ni l'un ni l'autre, joker. Cidre ou chouchen ? Cidre. Je me suis pris de passion pour le cidre il y a quelques temps, notamment avec une cidrothèque à Quimper qui s'appelle le Cistro. Et ils ont une quarantaine de références de cidres différentes et je le vois même comme un bon vin maintenant. Ils m'ont donné vraiment l'amour du produit. Et on rappelle que le cidre et le chouchen sont à consommer avec modération. Exactement, et bien accompagnés. Et pour finir, 3 mots pour représenter Port d'Attache. Convivialité, ouverture d'esprit et Bretagne, tout simplement. Merci Simon, on va revenir à la thématique et plus précisément à Port d'Attache. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les thématiques abordées sur Port d'Attache ? Ouais, tout à fait. Alors Port d'Attache, c'est un magazine en ligne. L'enjeu, c'est vraiment de présenter la région de manière inédite et avec des sujets peu abordés jusqu'ici. Donc on a une ligne éditoriale qui est propre à nous. On parle à la fois de sujets liés à la gastronomie, à la culture, au sport, à l'entrepreneuriat, aux sujets environnementaux. Et on essaye vraiment finalement de couvrir un spectre de sujets aussi bien nichés où on peut aller faire des découvertes et partager des angles et des points de vue jusqu'à là peu abordés ou alors peu connus. Comment est-ce que vous choisissez ces thématiques ? Alors, on a des thématiques qui viennent à nous naturellement avec une veille que l'on fait régulièrement. Cette veille-là est faite notamment en étant abonné à différentes pages sur les réseaux sociaux, etc. Quand je dis qu'ils viennent à nous naturellement, les Bretonnes et les Bretons sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc il arrive qu'il y ait des petites tendances qui se dégagent et là on se dit ici il y a quelque chose à aller creuser. Ou alors c'est de notre veille, on va dire un peu plus terrain que les membres de l'équipage Port d'Attache font au quotidien. Et là c'est suivant vraiment les affinités, leur manière de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux projets sur le territoire et au-delà parce que le Breton est voyageur. Et c'est comme ça qu'on trouve des nouvelles idées. Et justement, est-ce qu'il y a des thématiques que vous interdisez de traiter ? Et si oui, pourquoi ? Alors ouais, très bonne question. Il y en a notamment deux. Il y a 2 sujets qu'on ne traite pas et qu'on ne traitera jamais. On se définit aujourd'hui comme apolitique. Port d'Attache, c'est vraiment
un projet passion développé par des passionnés de la région et des acteurs. Mais on s'interdit effectivement de prendre parti pour tel bord politique plutôt qu'un autre. Ce n'est pas dans nos valeurs. Et à côté de ça, même chose pour la religion. Donc nous, on prend vraiment tous les sujets qui sont fédérateurs et on enlève du coup tout ce qui est politique et religieux. Pourquoi avoir décidé de créer Port d'Attache avec ton frère en 2015 et lequel de vous a eu l'idée? Alors déjà, Port d'Attache, donc c'est effectivement moi, mon petit frère Justin, mais aussi un frère d'adoption, Hugo Le Bihan, qui est originaire de Concarneau. Donc on est vraiment un trio précurseur dans le projet. Effectivement, l'idée était venue de Justin et elle est venue pendant un été. En fait, on avait l'habitude, quand on était, on va dire, très jeunes adultes, d'être en bande en Bretagne, etc. Donc à cette époque-là, on n'a pas forcément de l'argent pour partir voyager à l'autre bout du monde, etc. Donc on restait sur place, on travaillait, on avait des jobs étudiants. Et en fait, on avait à cette époque-là l'habitude de tout documenter ce que l'on faisait avec les petits GoPro de poche. Donc c'était les premières générations de GoPro. Et finalement, dès qu'on allait faire un tour en bateau au Glénan, quand on allait faire un petit peu de sport en bord de mer, quand on partait en week-end avec les copains et les copines en louant un gîte ou même en allant chez les uns et les autres, on documentait tout. Et à la fin de chaque été, on faisait un montage récapitulatif. C'était des montages à la fois entraînants et qui donnaient vraiment envie de vivre ce lifestyle à la bretonne du bord de mer, etc. C'était principalement des rushs qui étaient pris du côté de Concarneau et dans le Finistère Sud. Et en le faisant voir à nos familles, à nos amis, etc., parfois même à des collègues qui n'étaient pas en Bretagne, ça donnait toujours envie de créer plus de contenu et c'est parti de là. Donc on est parti de la vidéo pour créer du contenu sur la Bretagne et vraiment pour diffuser ce lifestyle à la bretonne. Et pourquoi ne pas avoir fait ça sur YouTube du coup et avoir créé un magazine en ligne? Et ben en fait, au début, on voulait faire que de la vidéo et puis on s'est rendu compte que c'était quand même hyper chronophage et que ça allait un peu nous ralentir parce qu'on s'est très vite pris au jeu. Et pour le coup, que ce soit Justin, moi ou Hugo, quand on fait quelque chose, on le fait pas à moitié. Tout de suite, on s'est saisi d'une mission, c'était de montrer notre vision de la Bretagne au plus grand nombre. Donc en 2014, quand on a commencé finalement à créer nos contenus, c'est à ce moment-là qu'émergeait Instagram. Facebook était déjà bien présent. À l'époque, Instagram n'appartenait pas à Facebook encore. Et en fait, on s'est dit, tiens, il y a d'autres canaux, il y a d'autres contenus plus simples à créer qui vont nous permettre finalement d'avoir la création de contenu un peu plus quotidienne, mais qui va plaire à notre audience cible. Et à ce moment-là, on s'est dit, ok, la vidéo, on va en faire, on en fera, mais on va d'abord se concentrer sur les victoires faciles en commençant plus petit. Et c'est comme ça qu'on est parti plus sur de la photo, puis sur des articles de blog, puis sur le média en lui-même, etc., etc. Alors votre mission, elle est affichée directement sur le site internet, directement sur la page d'accueil. C'est donner au lecteur une autre idée de la Bretagne. Alors ça nous a fait nous interroger. Selon toi, quelle est l'idée que les gens ont de la Bretagne ? Alors je pense qu'elle est extrêmement positive. Je rencontre rarement quelqu'un que je questionne sans dire que je suis breton pour pas fausser la réponse, qui me dit j'aime pas la Bretagne ou j'aime pas les Bretons, j'aime pas l'état d'esprit, j'aime pas la région. Je trouve qu'on a vraiment une bonne image qui est véhiculée pour le coup grâce à plein d'acteurs. Déjà, je pense qu'il y a la notoriété des Bretonnes, des Bretons et de la région qui est bonne de base, mais il y a également des acteurs, si on regarde le comité régional du tourisme qui fait un travail incroyable sur les contenus pour donner envie de venir, de visiter la région, d'y vivre, etc. D'autres acteurs à moindre mesure comme Port d'Attache qui y contribuent aussi. Et puis finalement, on est un petit peu tous le propre tour opérateur de la région. Il suffit aujourd'hui d'avoir un petit compte Instagram et de publier ses photos de balades, d'excursions, etc. Et on se rend compte que on véhicule tous une image hyper positive et je pense que petit à petit, ça a un impact sur les gens qui nous connaissent, etc. Et l'image de la Bretagne, pour moi, elle est très saine aujourd'hui. Elle est très fiable également. Et je partage cette vision-là des choses. Je suis plutôt optimiste pour notre région et l'attrait qu'elle peut avoir vis-à-vis des autres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté traditionnel qui reste quand même en tête ou l'idée qu'il pleut tout le temps en Bretagne Alors si, moi je suis d'accord avec ça. C'est justement le sujet qui a amené Port d'Attache. On est là pour débattre avec ces clichés qui collent à la peau, le fameux il pleut toujours en Bretagne, le fameux ils mangent toujours des crêpes, ils sont en ciré, en bottes, etc. Nous, l'idée, c'est vraiment d'envoyer valdinguer tout ça et de dire ok, c'est des clichés qui existent, on les assume. Par contre, c'est pas que ça la Bretagne.
La Bretagne, c'est aussi des femmes, des hommes qui ont des passions, qui ont des passe-temps. C'est des projets qui émergent, qui ont de la valeur, qui ont de l'intérêt. C'est des états d'esprit tournés aussi vers la nature, qui sont en phase avec notre époque. Et plus qu'une région, il y a une véritable philosophie chez nous et elle est bien loin de ces clichés, tout en conservant ce caractère bien trempé, pour le coup, qui est réel et qui fait partie de nos traditions. Ouais. Plus qu'un magazine en ligne, Port d'Attache, c'est une communauté. Comment faire pour rassembler des personnes autour de ces idées et de ces valeurs que tu as décrites un petit peu précédemment? Alors je pense que déjà, on est sur un sujet de niche. On parle de la Bretagne, on parle d'une région. C'est pas quelque chose qui est hyper générique et généraliste. Donc il y a un sentiment d'appartenance là-dessus qui peut se développer beaucoup plus facilement. Déjà, c'est un avantage. Et le deuxième avantage, c'est qu'on est inbound. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'inbound, c'est de l'inbound marketing, c'est la manière de créer des contenus grâce au web, grâce au digital, et de fédérer autour de ces contenus pour développer une communauté. Et ces contenus, ils sont pas faits de n'importe quelle manière, parce qu'ils sont réfléchis et ils sont construits pour prendre la parole sur une problématique, sur des questionnements, sur des réflexions, afin d'y apporter des réponses. Et je pense qu'on est fondamentalement, chez Port d'Attache, inbound, et ça se retranscrit dans nos contenus, que ce soit de la simple petite traduction d'un mot breton sur Instagram tous les matins, qu'en passant par un article de blog qui va traiter d'un sujet bien précis et qu'on va les diffuser dans notre newsletter, sur nos réseaux sociaux, etc. Et je pense que c'est des valeurs très empathiques dans lesquelles les personnes qui nous suivent se reconnaissent. Et c'est pour ça que naturellement, notre communauté s'agrandit un peu plus tous les jours et que ça se fait de manière aussi saine, encore une fois, que naturelle. Votre communauté est importante là, justement. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes vous suivent? Aujourd'hui, on a plus de 90 000 points de contact différents, répartis entre Facebook, Instagram, Twitter et notre newsletter. Est-ce que les débuts ont été difficiles pour créer cette communauté? Je ne sais pas si le mot difficile est le bon. Au début, ça s'est fait naturellement. Encore une fois, on n'était pas dans une logique de productivité parce qu'on était dans une logique de passion et de retranscrire cette passion grâce à des contenus photos, vidéos et textuels. Donc en fait, les choses se sont faites naturellement. On a quand même vu une accélération au bout d'1 an et demi. Et je pense que cette accélération a été due à notre persévérance parce qu'on a été très régulier. Finalement, quand on veut fédérer, développer et créer des communautés, le plus dur, c'est de rester régulier dans la création de contenu. Et après, à partir de là, c'est plein de tests tous les jours. Tous les jours, on teste des nouveaux contenus, des nouveaux types d'approches, etc. Et puis, c'est de l'apprentissage. Il y a des contenus qui marchent bien, d'autres, ça va être des tollés. Donc, il y a vraiment cette culture de l'apprentissage qui est la nôtre aussi et qui fait que les petits ruisseaux font les grandes rivières et la communauté grandit au fur et à mesure. Et ce que tu dis là, c'est valable à la fois pour un média en ligne comme le tien, mais aussi pour une entreprise qui cherche à se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Il faut... encore une fois, prendre la parole sur son expertise forte, sur sa niche, sur sa passion si on est une personne et pas forcément une entreprise. Et une fois qu'on a saisi vraiment ce qui nous différencie des autres et qu'on prend la parole avec une valeur ajoutée dans nos contenus, c'est là où il faut être régulier, c'est là où il faut être persévérant. Et ça, si on l'est, si on est au rendez-vous, ça finira toujours par payer. Donc payer en termes de communauté, en termes d'audience, de personnes qui vont nous suivre, qui vont nous le rendre, qui vont partager avec nous. C'est aussi une aventure très enrichissante et il faut vraiment être prêt à ça si l'enjeu, c'est vraiment d'être entendu et d'être visible. Donc l'important, c'est de ne pas se décourager. C'est hyper important. C'est pour ça que j'utilise des mots comme persévérance, je pourrais parler de courage. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir bien s'entourer. Encore une fois, chez Port d'Attache, on est un bon petit nombre, donc c'est pas que 2-3 personnes qui s'animent. Et c'est important de le faire avec des valeurs et un culture code qui est commun à tous les acteurs qui créent du contenu. Tu me fais une transition parfaite avec la question suivante que je voulais te poser, parce que justement vous êtes 29 je crois à travailler sur Port d'Attache. Je voulais savoir quel était un petit peu le modèle économique. Est-ce que c'est des salariés, des freelances, des bénévoles? Très bonne question. Donc aujourd'hui, Port d'Attache, c'est pas une entreprise à part entière. Chaque personne qui agit dans Port d'Attache a son activité de freelance à côté ou sa petite auto-entreprise. Donc en fonction des opérations, des affinités liées au sujet, etc. C'est la passion qui prime d'abord. Et ensuite, si il y a des budgets débloqués, etc. pour créer du contenu et que ça demande du temps de production, femmes, hommes, c'est là où on va appeler l'un ou l'autre afin de créer les contenus derrière. Port d'Attache, encore une fois, est un projet passion. Port d'Attache n'a pas vocation à être une entreprise du style Ouest France et c'est ce qui va nous permettre de garder notre indépendance intellectuelle,
notre indépendance financière et on va rester inbound encore une fois dans nos contenus et pour ça, pour nous, c'est très important. Donc pour répondre à ta question, 29 personnes, certaines sont plus actives que d'autres, il n'y a pas d'obligation, encore une fois, c'est très libre, c'est en fonction des affinités et des sujets qu'on a envie d'évoquer et c'est hyper important pour rester authentique. Et quelle est la forme de port d'attache ? Sa structure juridique, est-ce qu'il y en a une ? Il y en a une, alors aujourd'hui, Port d'attache est rattaché à mon activité principale. Ok. Donc là, c'est vraiment pour contrôler et maîtriser tout ce qui va être, on va dire, image de marque. Donc c'est rattaché à la société Make the Grade. D'accord, donc c'est une marque. C'est une marque, tout à fait. Déposée à l'INPI. C'est important parce qu'on crée des contenus, mais finalement, les contenus viennent nourrir la marque et la marque, elle a de la valeur. Donc on a juste cadré ça juridiquement et de manière simple afin de maîtriser vraiment cette image de marque-là pour pas qu'elle soit réutilisée par certains opportunistes avec des produits à gauche, à droite, voilà. Pour la tâche, aujourd'hui, on a quand même développé quelque chose qui est assez reconnaissable et détectable dans la région. Donc c'est juste pour rendre à César ce qui appartient à l'équipage qu'on a réalisé ça. Donc l'équipage compte 29 membres. Comment conserver une cohérence dans le ton des contenus ? Je pense que c'est beaucoup d'organisation. Aujourd'hui, on est très processé, et ça, avant la Covid, on était déjà très processé digitalement, on faisait tout à distance. Et on utilise tous les outils qui sont à notre disposition. Je vais en citer quelques-uns, ça peut sans doute donner des idées. Par exemple, pour tout ce qui va être création des contenus, on utilise Trello. Donc Trello qui est un outil de gestion de projet. Donc on a un tunnel de création d'articles de blog par exemple. Et puis à travers les différentes phases, on va choisir le sujet, valider le mot-clé en longue traîne pour aller se faire référencer sur Google. Longue traîne, c'est un mot intéressant. Ouais. Est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui ne sont pas familiers du SEO ? Ouais, tu fais bien de me couper. Pour tous ceux qui veulent développer une autorité sur le web et être visible vis-à-vis d'une audience spécifique, une audience cible ou vis-à-vis d'entreprises spécifiques en vue d'aller les prospecter. Chaque contenu qu'on va aller créer est référencé sur un mot-clé. Ici, on va parler de mots-clés en longue traîne. Par exemple, si je crée un article sur la marinière, si j'utilise juste le mot-clé marinière, je vais être noyé dans énormément de contenu et de résultats de recherche. Et en fait, mon contenu il va être fantomatique parce qu'il y a déjà des personnes qui traitent de ces sujets-là, qui ont bien fait le travail avant moi et qui sont mieux référencées. Par contre, si je choisis une expression pour amener la marinière du style marinière made in Brest, c'est aller viser une expression en fait qui va être un petit peu plus nichée, un peu plus ciblée. Et en fait, je vais avoir un volume de recherche, certes, qui va être moins élevé tous les mois. Par contre, si je me positionne en numéro 1, je vais prendre 80% des personnes qui recherchent chez Précise spécifiquement. Et il vaut mieux avoir une cinquantaine de visites mensuelles sur marinière made in Brest que 0 en me basant sur marinière. C'est ça les mots-clés en longue traîne et c'est ce qui fait partie de notre ADN avec les contenus port d'attache. Et tes visiteurs seront en plus beaucoup plus qualifiés. Mes visiteurs seront plus qualifiés, on a affiné un discours en vue de demandes et de requêtes spécifiques. Dans notre exemple là, la personne qui recherche ça, c'est un TISEF pour peu, c'est un Brestois et il veut sa marinière made in Brest parce que pour lui, le locavorisme, c'est pas que pour le consommer local au niveau alimentaire, c'est aussi s'habiller et faire vivre les acteurs économiques autour de lui. Et on parlait des outils que vous utilisiez avant que je te coupe avec ma passion du SEO. Exactement. Très bonne passion, je la partage. Donc on utilise par exemple Trello qui nous permet d'organiser et de bien structurer les différentes étapes de création de nos articles. On utilise la suite Google pour communiquer entre nous. On utilise Slack là aussi pour échanger de manière un petit peu plus rapide, agile, sous forme de messagerie. Aujourd'hui, moi, la plupart des rédactrices et rédacteurs et créateurs de contenu sur Port d'attache, on n'est pas du tout physiquement sur un même lieu, etc. On fait tout à distance. Et c'était le cas avant la Covid, ce sera le cas ad vitam aeternam. Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un équipage hyper inclusif, hyper disparate dans les profils. Et le seul fil rouge, finalement, c'est encore et toujours la passion qu'on a tous vis-à-vis de la région. Est-ce que vous êtes en quête de nouveaux membres actuellement ? On est toujours en quête de nouveaux membres. Si une personne est intéressée, elle peut directement se rendre sur notre site et il y a une section où on peut demander à rejoindre l'équipage. À ce moment-là, on a un process, on va dire, d'onboarding, d'accueil qui s'active. La seule chose qu'on va aller regarder, c'est si la personne elle est vraiment passionnée par la Bretagne et c'est tout. J'ai un exemple. On a Émilie Mounier chez nous qui est une rédactrice qui à la base n'est pas du tout digitale. Pour elle, c'est pas du tout ses attirances, c'est pas du tout son corps de métier. Elle est dans la santé, voilà, c'est pas ses affinités. Pour autant, elle est super passionnée par la région. Et en fait, il faut savoir, une école interne qui forme à la rédaction web, qui forme aux social media, aux réseaux sociaux, etc. Et c'est ce qui nous permet en fait
bénévolement, de former les personnes chez nous, couplé à nos process. Une personne, je dirais, au bout de 3-4 articles, grand max, elle devient autonome, elle sait écrire pour le web. On parlait de mots-clés en longue traîne tout à l'heure, c'est maîtrisé. Si j'ai une image, comment je la choisis, comment je l'optimise pour la mettre dans mon contenu. Pour nous, en fait, c'est hyper important juste qu'il y ait des personnes passionnées, des personnes motivées. Et c'est le seul terreau qu'on a besoin, qui est suffisamment fertile pour aller atteindre une maturité digitale dans le profil après. Justement, tu disais que c'était bénévole, cette partie-là. Est-ce que tu te rémunères avec port d'attache ? Alors moi, c'est pas mon but de tirer des revenus. Donc tous les profits que l'on dégage, ils sont coudés pour soit justement payer les frais de déplacement des personnes si elles traitent d'un sujet bénévole. Il faut bien avoir en tête que certains projets ne sont pas bénévoles et font partie d'opérations, de marketing territorial, d'influence, de marque employeur, etc. Et à ce moment-là, les personnes qui créent les contenus sont rémunérées dans le cadre de leur activité freelance. Donc c'est au cas par cas et en fonction des sujets. Et sur ce qu'il reste, en fait, ça nous permet de créer d'autres projets. Donc ça peut être des séries d'articles spécifiques sur un sujet qui nous tient à cœur. Ça peut être sur la création de produits. C'est pas quelque chose que l'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fera sûrement demain avec des producteurs locaux, des artistes locaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui, avec l'actualité sanitaire, on n'a pas pu le mettre en place. À un moment donné, on parlait d'événementiel, ce genre de choses. Donc voilà, Port d'attache, c'est un projet collectif. La vocation, encore une fois, c'est pas pour moi, ou pour Justin, ou pour Hugo, de dégager de la valeur pécuniaire pour nous. De toute manière, pour nous d'ailleurs, la valeur de ce projet-là, c'est sur les expériences que ça nous apporte et sur les portes que ça nous ouvre. J'ai un exemple, moi jamais j'aurais pensé, au bout de 6 mois qu'on avait créé Port d'attache, que Jean Le Cam, pour préparer sa campagne pour le Vendée Globe, nous invite sur son bateau juste pour qu'on aille tourner une vidéo bénévolement à ce moment-là. Et là, je me suis dit, mais quoi, l'expérience de dingue. Donc moi, c'est pour vivre ce genre de sensation que j'ai lancé ce projet-là, que je continue de le fédérer aujourd'hui et que je souhaite développer l'équipage et bien s'entourer pour le faire vivre à d'autres. Vous proposez néanmoins des services aux entreprises avec port d'attache. Est-ce que tu peux nous dire quels sont ces services ? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est tout simplement de la création de contenu. Je vais donner un exemple pour que les gens puissent voir un petit peu comment ça s'imbrique derrière. Ce sera beaucoup plus factuel et compréhensible. On avait par exemple une entreprise agroalimentaire bretonne qui souhaitait à l'époque lancer un produit dans la GMS à base de biscuits. Biscuits, blé noir, etc. Parce que entreprise bretonne, c'était un petit peu l'idée. Et de le lancer à l'échelle nationale. Donc en fait, cette entreprise a fait appel à nous. On a organisé un atelier avec un chef étoilé. Et l'idée, c'était de réunir une partie de la communauté de Port d'attache et de cette marque-là pour créer en fait un atelier culinaire et créer des contenus autour de cet atelier culinaire. C'est des contenus du coup qu'on a créés sous forme d'articles et qu'on a été relayés et recyclés sous différents formats sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a parlé de l'activité, on a parlé du projet avant d'avoir une approche produit et une approche uniquement centrée sur la marque. Donc ça a beaucoup plus de valeur en fait, parce que les lecteurs, ils vont être beaucoup plus enclins à lire ces contenus-là. Et ça va les intéresser beaucoup plus parce qu'ils adhèrent et ils sont spectateurs d'une histoire, d'un projet qui grandit sous leurs yeux, avant d'être uniquement dans le j'achète ou j'achète pas. Et pour moi, c'est totalement différent. Donc on fait de la création de contenu. Et cette création de contenu, là j'ai pris l'exemple du contenu textuel finalement, mais elle peut avoir plusieurs formes. Ça peut être de la vidéo. Audio aujourd'hui, on le fait pas, vous le faites très très bien. Et voilà, ça peut avoir différentes formes. Donc voilà, on fait du référencement naturel. Donc j'ai pris l'exemple du SEO. C'est un incontournable aujourd'hui. Aujourd'hui, Port d'attache a une autorité par rapport au sujet lié à la Bretagne, est reconnu par Google en tant que tel. Donc on peut aussi être amené à créer ce qu'on appelle des rétroliens pour d'autres entreprises. Donc les rétroliens, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est j'ai mon site internet. J'ai un site internet justement, je vends des marinières made in Brest, imaginons. Et Port d'attache a écrit un contenu sur les marinières made in Brest. Et sur le mot-clé justement marinière artisanale fabriquée dans le Finistère, il envoie un lien vers mon site internet. Et en fait, Google se dit, ok, si ce site d'autorité sur ce sujet-là, sur cette niche, parle de cette marque qui commercialise des marinières made in Brest, et j'ai tout intérêt à mettre ces marinières-là plus en avant que d'autres en fonction des requêtes réalisées par les internautes. Et donc on sert à ça aussi, on sert à consolider des emplois, à créer de la valeur sur la région, et ça c'est plutôt une fierté qu'on a et c'est quelque chose qu'on va consolider dans les années à venir.
Quelle est la part de contenus originaux sur Port d'Attache par rapport au publi-reportage ? Alors c'est très simple, aujourd'hui on va être sur du 30% publi-reportage et 70% contenu 100% passion et on va dire spontané à la demande des membres de l'équipage. On n'est pas très proactif aujourd'hui sur les contenus sponsorisés, appelons un chat. Ça a été énormément ralenti par rapport au Covid. Encore une fois, Port d'Attache n'a pas pour vocation d'être une entreprise en tant que telle. C'est peut-être quelque chose en fonction des affinités des membres d'équipage qui va s'accélérer après. Et je pense que ça aussi c'est important, on n'oblige à rien. Il faut vraiment que la passion reste le meilleur des alimenteurs pour ce côté business. Par contre, si les planètes s'alignent, on aura vraiment une carte à jouer. Et si demain, pourquoi pas, on peut créer de l'emploi pur et dur avec Port d'Attache, tout comme je le fais à côté avec Make the Grade, eh ben on va pas se gêner. Est-ce que tu as déjà envisagé une version magazine imprimée de Port d'Attache ? Alors on y a pensé. Par sensibilité environnementale, on ne fera pas de magazine papier, print, Port d'Attache. Ce qui n'empêchera pas, toutefois, d'avoir certains objets que l'on pourrait créer à côté. À condition, et ce sera notre impératif dans nos projets, d'avoir ce côté locavore et d'avoir ce côté éco-responsabilité au centre du projet. Tu penses à quoi comme type d'objet, par exemple ? Eh bien, avant le Covid, on avait un projet de créer une marque de parapluie à base de filets de pêche recyclés. Donc c'est d'ailleurs une entreprise du côté de Brest qui source des filets de pêche, qui les recycle. Fill & Fab ? Exactement. On en a déjà parlé dans le podcast. Exactement, et donc ils sont vraiment top. Et donc en fait, ils arrivent à transformer les filets de pêche en granulés et puis les granulés en plastique. C'est ce qui permet de transformer cette matière-là pour en faire un petit peu ce que l'on veut. Et c'est un projet que j'avais envie de lancer en collaboration avec Julien Kersalé, ex-cofondateur de Penarbox, parce qu'il connaît vachement bien ce côté développer des produits, il a vraiment des relations là-dedans, etc. Et pareil, l'herbe nous a été un petit peu coupée sous le pied, parce que ça nous soulève des challenges un peu techniques. Donc jusqu'à ce jour, à chaque fois qu'il pleut, que je suis dehors, je suis toujours sans parapluie. Parce que ça part d'une blague à la base, c'est que j'ai jamais de parapluie et quand il pleut, je suis tout le temps pris de court. Donc c'est sans doute des projets qu'on remettra sur la table. Encore une fois, c'est pas des priorités pour nous, mais on trouve ça intéressant parce que demain, ça nous permettra encore une fois d'avoir des projets entrepreneurs conformes à nos valeurs et qui nous permettront vraiment de dégager de la valeur, mais là plutôt dans une ambition de créer de l'emploi. Justement, en 2017, vous avez lancé une collaboration avec la marque de vêtements Brace Club. Pourquoi ce partenariat et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des t-shirts Port d'Attache ? Alors, c'est vraiment les rencontres qui ont amené au t-shirt Port d'Attache avec Brace Club. En fait, on s'était contacté en 2017 et nos deux projets étaient un petit peu à la genèse. Donc, il y avait des similitudes au niveau de l'état d'esprit, l'envie d'entreprendre, l'envie de tordre le cou à ces clichés justement. Et là où eux, ils avaient une vision produits, textiles, etc., marque, nous on avait une vision marque aussi, mais digitale, axée sur le contenu, etc. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Donc là, on est dans le co-marketing. Chacun a un intérêt de collaborer avec l'autre, d'aller mutualiser sur la valeur ajoutée d'un projet et de celui qui se retrouve en face, d'aller vraiment mutualiser les communautés respectives en vue tout simplement de faire de la croissance et de trouver des synergies. Donc tout d'abord, on a créé des contenus sur leur marque et en contrepartie de quoi, comme c'était bénévole, on avait le droit à un t-shirt chacun et on était comme des dingues. C'était la folie. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Ouais, Mathias et Maïlis font très bien le job là-dessus. Et puis, de toute manière, là encore, là où nous, la passion se retrouve dans nos contenus, eux, la leur se retrouve dans leur contenu textile, pour le coup. Et du coup, je suis très fan de ce qu'ils font. Et c'est tout naturellement, en fait, au fur et à mesure des échanges, il y avait un fit humain assez important aussi. On est devenus amis, on se côtoie toujours. Qu'on a fait cette collaboration Port d'Attache en donnant la possibilité, finalement, aux Purebirds de personnaliser le nom de leur ville sur le t-shirt. Où est-ce que tu vois Port d'Attache dans 5 ans ? Eh bien, dans ma vision, j'ai 2 scénarios. Je ne sais pas encore aujourd'hui lequel on va emprunter et je pense que les choix se feront naturellement. Encore une fois, c'est un projet collectif qui ne m'appartient pas, il appartient à un équipage. Donc ça va être vraiment l'énergie collective qui va faire qu'on va emprunter tel scénario ou tel autre. Le premier scénario, c'est vraiment de rester sur ce modèle plutôt bénévole finalement, et ce serait plutôt un pivot sur le modèle associatif qui nous permettrait de faire de l'événementiel, du caritatif, des projets un petit peu plus axés sur l'environnement aussi. Ou alors c'est vraiment virage à droite, c'est le cas de le dire, et c'est d'en faire une véritable entreprise
créer de l'emploi, mais là ça soulève d'autres sujets, des sujets de direction, des sujets juridiques, des sujets d'offres, de services, bref, tout ce qui constitue finalement les sujets clés et stratégiques d'une entreprise aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quel scénario on va s'embarquer. On est mi-figue, mi-raisin, et encore une fois, ce sera vraiment le collectif qui va décider de ça. Niveau communication, comment fais-tu connaître Port d'Attache? Est-ce que tu comptes uniquement sur la communauté existante ou alors vous menez des actions de communication? En fait, les deux. On fait de l'inbound. Donc on fait de l'inbound, donc on utilise la méthodologie inbound, donc c'est-à-dire qu'on crée des contenus, on fonctionne avec des campagnes, un système de campagne, et on répond à notre cœur de cible. Donc notre cœur de cible, c'est les 18-35 ans qui ont une attirance par rapport à la Bretagne. Et ça peut être des Bretons, ça peut être des Bretonnes, ça peut être des jeunes actifs, ça peut être des étudiants, ça peut être des familles, ça peut être des Bretons d'adoption. On ne fait pas de différence par rapport à ça. Donc c'est notre cœur de cible, il est assez large. Toutefois, notre ligne éditoriale, celle que j'ai citée un peu plus tôt, nous permet de les cibler, de développer des relations avec eux. Et on est plus dans le naturel et l'organique que dans aller payer Facebook, aller payer Google ou que sais-je, pour booster le développement de notre communauté. Et ce public-là, justement, vous les touchez en partie sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, où vous publiez tous les jours, tu en parlais tout à l'heure. Quel serait ton conseil pour une entreprise pour bien utiliser Instagram ? Alors, une entreprise qui débute, tant qu'à faire. Pour une entreprise qui débute, déjà ce qu'il faut, c'est bien identifier votre niche. C'est hyper important d'avoir une niche. Si vous visez des sujets trop généralistes ou génériques, vous allez être noyé dans la masse sur ce réseau social-là. Ensuite, c'est de bien travailler déjà votre bio, tout simplement. Donc une bio travaillée, quand on arrive pour la première fois sur votre galerie, on doit comprendre ce que vous faites, on doit comprendre votre proposition de valeur, la mission que vous vous donnez, enfin bref, le sujet que vous traitez et ce que vous proposez. Et ensuite, c'est comme je le disais tout à l'heure, ça va être de la régularité. Il faut, et c'est, je sais, très chronophage, mais il n'y a pas de secret, c'est du quotidien. Il faut publier tous les jours. Et après, il faut voir Instagram comme un outil qui a plusieurs cordes à son arc. Vous avez énormément de contenus auxquels vous pouvez faire appel et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour développer votre communauté. Donc qui va être par exemple le contenu photo, mais qui est aussi le contenu vidéo. Par exemple, aujourd'hui, TikTok, c'est un rouleau compresseur. C'est du contenu vidéo très très court, RIP Vine, et qui permet du coup de développer des communautés. Instagram l'a bien compris. Instagram, du coup, a lancé les Reels. Et aujourd'hui, l'algorithme d'Instagram est beaucoup plus clément et met beaucoup plus facilement en avant les contenus Reels sur sa plateforme, justement pour contrecarrer TikTok. Donc, faites des Reels, faites-le de manière quotidienne. Soyez authentique, soyez vous-même. Personne ne peut vous copier. Et si vous arrivez sur un sujet qui est déjà utilisé ou travaillé par d'autres, amenez votre personnalité, amenez votre différence. On ne pourra rien vous enlever là-dessus. C'est beau. C'est beau et c'est très vrai, c'est très efficace. Après, je peux vous donner un petit hack en plus. Eh ben, je t'en prie. Je peux vous donner un petit hack en plus. Donc, vous allez identifier 10 hashtags liés à votre niche. Et tous les jours, sur ces 10 hashtags-là, vous allez liker et commenter le top 10 des photos. Et vous allez laisser une trace de votre passage sur ces contenus-là. Et les gens vont vous repérer. Et des gens qui ne vous connaissent pas vont venir voir votre contenu. Et ça va permettre de forcer un petit peu plus le destin. Voilà. Donc pour ceux qui veulent aller travailler cette méthodologie, elle n'est pas de moi. Elle a été créée par Gary Vaynerchuk, qui est donc un ponte du marketing et de la communication aux US. Et il a appelé ça la technique des 1,80$. Parce qu'il a fait la corrélation entre le temps que ça prend et le coût en termes de temps que ça prend, et ça correspond à 1,80$ de votre temps par jour de le faire. C'est très méthodique, c'est énormément de régularité là aussi, mais c'est hyper efficace. Il y a 5 ans, vous aviez lancé une chaîne YouTube Port d'Attache, mais depuis 2 ans, elle n'est plus alimentée. Pourquoi cet arrêt alors que la vidéo fait partie des contenus les plus appréciés sur le web? Et qu'en plus, vous aimiez bien la vidéo. Voilà, c'est mon point de douleur là. Vous mettez dans le mille. J'adore la vidéo, je m'éclate quand je fais des vlogs, etc. Mais aujourd'hui, j'ai une contrainte de temps. Parce que là, on parle de port d'attache. Mais à côté, j'ai une entreprise qui s'appelle Make the Grade. On est 15, on sera une vingtaine à la fin de l'année. On est en forte croissance. Du coup, ça soulève des sujets liés à la formation, au management, au pilotage de l'entreprise. Et je manque cruellement de temps. Donc j'ai l'habitude de dire que quand je ne fais pas quelque chose, que je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc là, aujourd'hui, je ne prends pas le temps de faire de la vidéo. Par contre, je compte bien y revenir. C'est un format, encore une fois, que j'adore.
il peut prendre plusieurs formes. Donc là, on a parlé du format YouTube. Je le ferai forcément un moment dans ma vie, mais ça peut être déjà recommencer un peu plus timidement avec des stories Instagram, avec les Reels, comme je le disais. Donc voilà, en tout cas, le contenu vidéo, pour moi, c'est un contenu en or. J'adore l'exercice, donc j'y reviendrai très rapidement. Port d'attache, donc c'est vraiment ciblé sur la Bretagne. C'est un média qui est pensé pour la Bretagne par des Bretons. Est-ce que tu penses qu'un tel succès aurait pu se réaliser dans une autre région ? Ouais, je pense qu'il y a d'autres régions et d'autres sujets où c'est possible de faire un port d'attache bis. Alors, pas sous ce nom-là, évidemment, parce qu'il faut personnaliser par rapport à la culture sur place. Mais si on s'intéresse au marketing territorial, il y a des identités très fortes. Déjà, si on regarde en France, on pourrait avoir le Pays Basque qui pourrait le faire, le Pays Corse. D'ailleurs, pour l'anecdote, un groupe de Corses nous avait contactés pour faire leur port d'attache à eux. Bon, ils n'ont pas été réguliers, pour le coup. Donc, ça a été avorté et ça a explosé en plein vol. Donc, port d'attache, sur le fonctionnement, la philosophie, bien sûr que ça peut être retrouvé, réutilisé, mais c'est à condition d'avoir vraiment plusieurs éléments réunis, justement. Une équipe qui est motivée, une équipe qui fait pas ça pour l'argent, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas de le faire pour l'argent. Avant de recueillir les fruits de ça, vous en avez pour 2-3 ans facile. Donc déjà, si vous êtes 4-5 et que vous êtes focus sur le bénéfice, bah, c'est pas ça qu'il faut faire, aller faire autre chose, quoi. Donc oui, c'est possible, et je prenais l'exemple du marketing territorial, mais on peut le retrouver pour d'autres exemples. Vraiment, ce qui fait que un port d'attache marche, c'est si je prends la parole de manière authentique et régulière sur un sujet de niche. Donc ça pourrait être, je sais pas moi, des mieleries pour faire son propre miel et parler des abeilles, etc. C'est un sujet de niche, je peux faire mon port d'attache dans cette veine-là. C'est quelque chose qu'on peut retrouver partout et qui se trouve d'ailleurs partout quand on fait attention. Une autre question douloureuse. Pourquoi avoir quitté Quimper pour Rennes ? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette ville ? Alors, plusieurs choses. En fait, il faut savoir que je suis né à Quimper, j'ai grandi à Ergué-Gabéric, j'ai fait mes études à Ergué-Gabéric, collège, lycée, DUT de Quimper. J'ai fait ma licence à Quimper, en banque. J'ai travaillé au centre-ville de Quimper pendant 8 ans. Donc je me suis senti un petit peu, au bout d'un moment, étouffé parce que envie de voir autre chose. Donc déjà, j'arrivais dans un moment de ma vie où, à 28 ans, je me suis dit, tiens, ce serait cool quand même d'avoir une aventure. J'ai pas pris le temps d'aller faire une expérience à l'étranger. Voilà, j'ai envie de me mettre un petit challenge supplémentaire. Et c'est comme ça que j'ai lancé Make the Grade d'ailleurs aussi, avec toujours mon frère Justin. Et en fait, comme on est sur des sujets très digitaux, très tech, les talents que l'on souhaite recruter malheureusement ne sont pas présents en Cornouailles. C'est une réalité, c'est comme ça, c'est pas grave. Par contre, sont présents sur le territoire brétilien. Donc on s'est dit, on va à Rennes. En plus, Justin avait déjà un réseau là-bas développé. Donc on a réactivé son réseau, ça nous a facilité ça. Et c'est vraiment pour le développement de Make the Grade et l'envie d'avoir un autre style de dynamisme dans la ville qu'on est venu ici. Alors justement, tu disais que tu étais banquier. Tu as créé Make the Grade avec ton frère Justin. Est-ce que c'est port d'attache qui t'a permis d'acquérir les compétences en marketing qui sont du coup nécessaires au quotidien ? Je suis très content de cette question parce que c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai fait mes études et ma licence à Quimper. J'ai eu le plaisir de faire du coup une alternance dans une banque qui m'a fait confiance et qui m'a recruté en CDI tout de suite après. Un métier qui touche à la fidélisation client, au commerce, à plein de sujets. Et je me suis vraiment épanoui dedans, avec une culture d'entreprise vraiment top et des femmes et des hommes avec qui j'ai travaillé qui avaient les mêmes valeurs que moi. Mais j'ai toujours été un petit peu freiné parce que du coup, établissement bancaire, c'est des grosses machines, c'est des paquebots. Ouais. Et finalement, c'est très siloté avec des outils un peu de Mathusalem parfois. Et à côté de ça, je voyais mon frère qui, pendant ses études, commençait à utiliser des logiciels comme notre partenaire actuel chez Make the Grade qui s'appelle HubSpot, qui sont des machines de guerre, ça va très vite, on peut automatiser plein de choses. Et je voyais vraiment le monde à double vitesse vraiment et le fossé qui se creusait entre son quotidien à lui et à moi. Et c'est d'ailleurs en partant et en comparant ça que il est toujours avec ce goût d'entreprendre qu'on a lancé Port d'attache. Et c'est là où effectivement, sur mon temps perso, tous les week-ends, tous les soirs, tous les matins avant d'aller dans mon quotidien de banquier, je créais du contenu, je répondais aux messages des gens de la communauté, etc. Et où j'ai développé mes compétences en community management, en création de contenu, en SEO, en inbound marketing, au digital en général. Et en fait, la passion s'est transformée en mon véritable métier aujourd'hui. Donc c'est ce side project
qui a vraiment été l'étincelle qui a débloqué vraiment mon envie d'entreprendre, de quitter le salariat pour lancer et développer ma propre aventure. Vous êtes partenaire TEDx Rennes, pour quelles raisons et est-ce que tu as des interventions à conseiller aux auditeurs ? Alors super question, effectivement comme je disais tout à l'heure, pour Brest Club c'est beaucoup les rencontres finalement qui rythment nos partenariats, nos sensibilités, etc. Donc on est très axé sur l'humain. Et quand on est arrivé justement à Rennes avec Make the Grade pour développer l'entreprise avec Justin, on a réactivé son réseau. Et dans son réseau, il connaissait notamment les 2 coprésidents de l'époque, Régis Bozek et Fanny Dufour. Et en fait, on s'est pris d'affinité tout simplement. Et puis, des sujets que l'on traite avec Make the Grade par rapport au site web de conversion, développement des audiences, etc., ça intéresse le TEDx. Donc en fait, on fait du mécénat. Donc ils nous sollicitent sur Make the Grade, c'est pas du port d'attache, pour qu'on puisse justement les accompagner, eux, l'association TEDx et leur équipe, afin justement de poursuivre leur ascension en termes de maturité digitale. Et on fait d'une pierre deux coups parce que moi qui suis toujours en quête de savoir me questionner, de challenger mes pensées, sortir de mes jugements de valeur, etc., frapper à la porte du TEDx Rennes, qui est le premier TEDx de France, je peux pas rêver mieux. Donc on est très content de ce partenariat-là et on le voit vraiment sur le très long terme. Et en intervention TEDx qui m'a profondément marqué, il me semble que c'était sur la dernière édition, donc vous pourrez aller taper ça sur YouTube. Je vous recommande l'intervention de Valérie Tété, qui est donc une jeune femme qui maîtrise l'art oratoire, mais comme personne, j'aimerais énormément avoir la même qualité qu'elle en termes d'expression orale. Et elle est très très jeune, je vous la recommande. Et elle avait pris la parole, il me semble que c'était au Congo, je suis plus sûr du pays, mais notamment par rapport à la maltraitance des enfants qui étaient accusés de sorcellerie. Donc c'est vraiment le choc des cultures et la manière dont elle amène vraiment sa perception de cette vision, etc. Moi, ça m'a marqué et c'est vraiment une intervention que je vous recommande. Et c'est une personne à suivre parce qu'en plus de ça, c'est une belle personne qui, je pense, peut en inspirer plus d'un et surtout plus d'une. Super. On va arriver à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir fait monter à bord de Port d'Attache et de nous avoir fait voyager à travers la Bretagne. Justement, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Moi, j'aime bien les petits ports. Logique. Voilà, chacun son petit port d'attache. J'ai pas forcément d'ancrage aujourd'hui, mais j'aime bien aller me ressourcer dans le petit port de Douarnenez, dans le petit port de Concarneau, dans le petit port du Pays Bigoudin, au Conquet, etc. Donc j'aime bien tout ce qui est petit port, tout simplement. J'ai plein de pieds à terre. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Alors c'est une bonne question ça, être breton. Déjà je pars du principe que c'est plus que le lien de sang, c'est vraiment le respect du territoire, le respect de tous les acteurs qui s'animent pour faire vivre ce territoire, que ce soit les entreprises d'ailleurs, que ce soit les Bretonnes et les Bretons. Être breton, c'est respecter les traditions, mais avoir envie aussi de vivre avec son temps et de faire vraiment ce pont générationnel, etc. Être breton, c'est être dans l'optimisme et puis aller dans un sens commun pour conserver notre terre et en faire un paradis. Je pense que c'est déjà le cas, il faut pérenniser ça. Et quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne, de ton point de vue ? Est-ce que je peux en donner 2 ? Bien sûr. Oui. J'ai une entreprise à Brest qui s'appelle Écolomique. Peut-être que vous connaissez. Elle est menée par Clément Posier et eux, ils sont dans la revalorisation des invendus en production alimentaire. Ils sont vraiment à suivre, une équipe formidable, très chouette, une vision extra, un gros sujet, l'anti-gaspi. Ouais. Ils font pas que ça, ils ont une chaîne de valeur extrêmement transversale. J'en dis pas plus, je pense que c'est à chacun d'aller faire son petit curieux. On mettra les liens de toute façon dans les notes du podcast. Mais en tout cas, ils sont vraiment à suivre. Et la deuxième, toujours par rapport à mes sensibilités éco-responsables, c'est Wally. Cette fois-ci, c'est une start-up à Saint-Brieuc qui est menée par Alexandre Solacolou. Et eux, en fait, ils vont lancer une application, c'est imminent, c'est bientôt, qui va nous permettre de nous coacher pour la gestion de nos déchets au quotidien. Si je voulais faire très court et très synthétique, c'est un peu comme Yuka, mais pour le déchet. Et je trouve ça hyper top que ce soit fait à Saint-Brieuc. Et en plus, ils sont précurseurs d'un mouvement qui s'appelle Gourd Friendly. Et je trouve ça hyper important, c'est-à-dire on oublie tout ce qui est bouteille en plastique, on met tout ça à la poubelle, on utilise des gourdes et on compte justement sur les acteurs locaux, les bars, les restaurants qui ont grand besoin de nous pour aller remplir nos gourdes, faire leur connaissance, consommer chez eux et on fait d'une pierre deux coups. Un grand merci Simon d'avoir répondu à nos questions.
Pour les auditeurs qui voudraient te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce que tu es présent et est-ce que tu peux rappeler l'adresse web de Port d'Attache ? Oui, bien sûr. Alors, l'adresse web de Port d'Attache, c'est tout simplement Port d'Attache, comme l'expression portdattache.bzh. Où me retrouver sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent me suivre, on va dire, pour la vie de tous les jours, etc., c'est sur Instagram. Mon pseudo, c'est Sailor-Simon. Et pour ceux qui veulent suivre plutôt mes sensibilités business, croissance et plutôt sur Make the Grade, c'est sur LinkedIn qu'il faut me suivre et à ce moment-là, Simon Lagadec, tout naturellement. Merci beaucoup. Merci Simon. Merci à vous, c'était très cool. Un grand merci à Simon Lagadec de nous avoir fait découvrir les coulisses de Port d'Attache. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Simon, vous pouvez retrouver les liens du site Port d'Attache et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve non pas dans 15 jours cette fois, mais début septembre pour démarrer la saison 2 de plein phare. Une pause estivale qui vous permettra d'écouter nos précédents épisodes si vous en avez manqué. D'ici là, vous pouvez continuer de suivre nos actualités sur Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. Merci pour votre fidélité et passez un bel été.